Donc, merci beaucoup Jacqueline déjà pour cette introduction qui était touchante, percutante, très enrichissante et qui nous permet de très bien introduire cette table ronde sur la génération Z. Je tenais également à remercier tous les participants pour ces prochains échanges. Également remercier le public. Donc, un mot introductif pour présenter cette table ronde. Donc, pour poser le contexte, il est important de noter que majoritairement, dans le cadre professionnel, il y a 3 générations qui sont représentées. Donc, la génération X, qui désigne les personnes nées entre 1966 et 1980. La génération Y, qui correspond aux personnes nées entre 1980 et 1995. Et enfin, cette fameuse génération Z, qui est née après les années 1995 et jusqu'au début des années 2010. Donc, je vous laisse faire le calcul pour déterminer à quelle génération vous appartenez. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, on s'est interrogé sur qu'est-ce qu'une génération, mais également quel est son impact dans le monde professionnel. Donc, du latin génératio. Génération veut dire engendrement, reproduction. Le mot génération, il désigne un ensemble d'individus qui est né à la même époque et qui ont globalement le même âge. Et donc cette génération, elle est importante dans le cadre du monde professionnel, du fait que ces individus vivent dans un contexte politique et social donné. Ils vont donc avoir des références en commun. Et cela donc peut impliquer un fonctionnement, mais également des attentes communes. Dans le cadre de la génération Z, celle-ci est évoquée comme particulière. Et donc à ce titre, on a relevé quelques exemples provenant d'études à ce sujet, où par exemple les dirigeants d'entreprise sont près de la moitié à juger difficile de faire évoluer des jeunes dans le monde de l'entreprise. Ils estiment également que les moins de 30 ans sont moins investis que leurs aînés au travail, moins fidèles à l'entreprise et moins respectueuses de la hiérarchie. Nous, notre objectif aujourd'hui, il est de déconstruire, de nuancer, mais également d'expliquer ces stéréotypes en comprenant en profondeur les aspirations et les rapports au travail de cette génération Z. Notre enjeu également aujourd'hui est de rompre avec cette uniformisation de la jeunesse. En effet, la jeunesse elle est perçue comme un groupe unifié qui a pour principale caractéristique d'appartenir à un groupe du fait de leur âge. Toutefois, ce n'est pas exactement le cas. La jeunesse et donc la génération Z, en soi, elle est multiple, notamment quand on prend des facteurs comme l'origine géographique, l'origine sociale. À titre d'exemple, on a un peu ce stéréotype de la Gen Z qui pourrait démissionner du jour au lendemain si ses valeurs sont incompatibles avec son activité professionnelle. Toutefois, quand on est un jeune issu des milieux populaires, on n'a pas forcément les conditions matérielles pour se permettre cette démission spontanée. Dans le cadre de cette jeunesse multiple, on relève également l'enjeu de la fuite des cerveaux, comme a pu l'illustrer l'ouvrage récent « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », qui revient sur l'exode de Français qui sont hautement diplômés et qui quittent la France du fait d'un environnement professionnel raciste et toxique. Donc en somme, notre table ronde, elle reprend de multiples problèmes. Par exemple, le rapport au travail de la Gen Z, l'intergénérationnel dans le monde professionnel, mais aussi l'hétérogénéité d'un groupe social qui nuance cette approche générationnelle. Donc en somme, la problématique qu'on va se poser aujourd'hui est la suivante: comment recruter et fidéliser la génération Z? Et donc pour répondre à cette très large question, je vous présente nos intervenants du jour. Donc Jasmine Manet, entrepreneuse engagée, cofondatrice et DG de Youth Forever, qui est une ONG qui forme les jeunes et ainsi que les employeurs pour favoriser la cohésion intergénérationnelle. On a également Azine El Adouchi, qui est fondateur et directeur pédagogique de TestLab, qui est un laboratoire d'innovation pédagogique qui accompagne les jeunes dans leur développement et notamment leurs soft skills. On a également Guylaine Boissa, qui est consultante en transformation comportementale intergénérationnelle. François Legrand, directeur d'études au groupe IFOP, département opinion et stratégie d'entreprise. Et enfin, on ne la présente plus, Jacqueline, membre des différentes leaders et alternante chez Sanofi. Merci à tous pour votre participation encore une fois. Donc pour débuter, je vous propose de d'abord comprendre cette Gen Z avec notre première question que je vais poser donc à François Legrand et ensuite Guylaine Boissa, tu pourras rebondir. François, qu'est-ce qui rend cette génération Z si particulière dans le cadre du travail? Qu'est-ce qui la rend si différente des autres générations? Je vais te passer le micro.
D'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ce mot d'introduction. Donc effectivement, je suis très très content d'être là parmi vous parce qu'il se trouve que donc, à l'IFOP, on réalise beaucoup d'enquêtes auprès des jeunes. Et on a eu, alors les instituts de sondage marchent avec un système de commande en fait, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui proposons les sujets, c'est les commanditaires qui viennent nous voir. Et c'est vrai que ces dernières années, on a eu énormément de commandes d'études pour essayer de comprendre les jeunes. Et ce n'est pas anecdotique parce qu'en fait, on vient nous voir avec souvent deux présupposés. Un présupposé positif, c'est l'idée que la jeunesse et la Gen Z seraient plus engagées que les aînés. Et un présupposé négatif qui est l'idée que les jeunes ne veulent plus bosser. Et d'ailleurs, vous avez donné quelques chiffres en introduction. Et donc, nous, l'idée à l'IFOP, c'est qu'on cherche à réaliser effectivement des études qui vont essayer rigoureusement de répondre à cette question. Et donc, comment on s'y prend? On s'y prend avec des échantillons miroirs. On réalise une enquête quantitative auprès d'un échantillon de jeunes, avec des bornes d'âge qui peuvent changer. Ça peut être 15-25, 15-28, 18-28, 18-30, ça dépend comment on définit la jeunesse. Et en parallèle, on réalise une autre enquête auprès de générations, en tout cas de Français plus âgés, et on essaye de voir les différences. Et c'est dans la comparaison en fait, entre les résultats entre nos deux échantillons qu'on peut voir s'il y a des similarités ou au contraire des divergences entre les jeunes et les générations plus âgées. Alors j'ai préparé quelques slides qui seront aussi peut-être une introduction au débat. J'ai préparé 20 slides, je n'aurai pas le temps de toutes les passer parce que c'est vrai que j'ai que quelques minutes pour ensuite laisser la parole aux autres intervenants, mais je voudrais vous présenter quelques données, je pense, qui feront réagir. Alors, avant de rentrer vraiment dans le monde du travail, qui est le sujet qui nous intéresse tout particulièrement, peut-être en introduction, c'est une question qu'on pose très souvent aux Français sur leur sujet de préoccupation. Et donc, à gauche, vous voyez, c'est les réponses des jeunes qui sont âgés de 18 à 30 ans dans cette enquête qui avait été faite pour l'Ordre de Malte. Et à droite, les réponses des Français âgés de plus de 30 ans. Et donc, vous voyez, ce qui ressort très nettement, hein, c'est la question du pouvoir d'achat. Vous en entendez parler beaucoup. C'est une préoccupation extrêmement forte qui écrase toutes les autres depuis déjà plusieurs années dans nos enquêtes. Et puis, des éléments de divergence qui se font, c'est la question du dérèglement climatique. Alors, ça ne vous surprend pas, on en parle beaucoup, mais effectivement, les jeunes sont beaucoup plus sensibles à cette question du dérèglement climatique. 43% de citations versus 31% pour les Français de plus de 30 ans. Alors, je vais avancer sur la slide suivante avec un deuxième point qui est intéressant, parce qu'on parle beaucoup de sens et de cause, et ça va être aussi un autre élément. On a demandé, toujours dans la même enquête, aux jeunes s'ils étaient engagés en faveur de différentes causes. Et à nouveau, on a comparé les résultats avec un échantillon témoin. Et il y a 3 sujets qui ressortent nettement. La protection de l'environnement, à nouveau, on l'a vu sur la slide précédente. Les droits de femmes, les droits des femmes, l'égalité femmes-hommes. Et ça, c'est vraiment un sujet qu'on voit très, très nettement dans nos enquêtes. Les jeunes sont extrêmement sensibles à la question des inégalités de genre, et notamment les jeunes femmes. Et d'ailleurs, on assiste à l'émergence d'une opinion publique féminine au sein de la jeunesse. Il y a peu de différence quand on raisonne sur l'ensemble de la population française entre femmes et hommes sur beaucoup de sujets, mais dans les enquêtes d'opinion auprès des jeunes, on voit que les jeunes femmes sont plus en pointe sur un certain nombre de sujets de société, et on voit qu'il y a un gender gap assez fort qui se crée chez les moins de 30 ans. Et puis aussi, alors la défense des droits de l'homme, et puis l'accompagnement des personnes étrangères, ça c'est aussi un autre élément qui est important, c'est qu'il y a une sensibilité beaucoup plus forte des jeunes générations qui ont grandi dans une France aussi plus diverse et plus métissée à cette question des discriminations subies par les personnes de couleur. Je vais avancer assez vite, alors je ne peux pas tout commenter. Un point peut-être aussi avant de rentrer dans les spécificités des jeunes par rapport au travail, c'est que nous, ce à quoi on assiste à l'IFOP, alors là vous voyez c'est des historiques, hein. L'IFOP fait des enquêtes depuis les années 30. Là c'est une question qu'on avait posée dans les années 90. On demandait aux Français s'ils estimaient que différents aspects de leur vie étaient très importants. Et vous voyez, dans les années 90, 60% des Français nous disaient que le travail, c'était quelque chose de très important pour eux. En 2021, on est tombé à 24%. Voilà. Et on assiste en fait à un changement complètement de scope de la centralité de la valeur travail, effectivement. Et si on va sur le graphique un petit peu après, vous voyez, là, c'est les réponses pour les jeunes maintenant. Et quand on regarde le travail, on est à 34% de très important. On était à 24% sur l'ensemble de la population française. Donc en réalité, le mouvement qu'on observe sur le travail chez les jeunes, c'est le même que celui qu'on observe dans l'ensemble de la société française. Les Français, ils aspirent à travailler, mais ils aspirent aussi à avoir des loisirs, à passer du temps avec leur famille et avec leurs amis. Je vais conclure, je ne peux pas tout présenter. Si vous pouvez avancer sur la slide suivante. Encore.
en projection sur la slide encore d'après. Je vais conclure, je n'ai pas le temps de tout présenter, mais vous dire, parce que là, je donnais des éléments de convergence sur la question du travail. Pour autant, et ça sera le point d'ouverture, ça c'est une divergence assez forte qu'on observe. On a demandé, c'est une question que j'aime beaucoup, demain, si vous aviez l'opportunité de changer de travail pour un autre emploi qui vous plaise plus, mais qui serait moins bien rémunéré, est-ce que vous le feriez? Alors, vous voyez, dans notre échantillon de jeunes, on est à 52% versus 34% quand on raisonne dans l'ensemble de la population active. Donc, ça objective le fait effectivement qu'il y a une recherche de sens effectivement qui est plus forte dans le travail. Voilà. Je conclurai avec ça parce que j'avais 5 minutes pour la présentation et puis je laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup François. Et merci pour ces chiffres qui nous permettent vraiment d'entrer dans le vif du sujet. Guylaine, peut-être, est-ce que de ton point de vue, de ton expérience, tu as des apports à nous partager, des commentaires sur ces chiffres? Alors en fait, ces 3 générations cohabitent et elles n'ont pas le choix. Dans toutes les entreprises, vous cohabiterez avec des gens qui ont l'âge de vos parents, pour la génération Z, et c'est à vous que je m'adresse. Et en même temps, vous devrez de toute façon, en fonction des chemins que vous avez choisis, que ce soit de faire des études, que ce soit d'être plutôt dans de la formation professionnelle ou rentrer très jeune dans un métier, quitte à en changer par la suite, puisque vous êtes tous en recherche de sens et d'un travail qui vous épanouisse, eh bien, quelque part, oui, on retrouve, et on l'a vu même avec la génération Y, qui a apporté cette volonté de travailler, certes, mais avec une égalité vie pro, vie perso, et qui déjà a amené une sorte d'avancement sur le travail et qu'est-ce qu'on en fait et à quoi ça sert. Moi, je voudrais rebondir quand même sur ce que disait Jacqueline lors de sa présentation. Il y a quand même une chose sur la génération Z, c'est le « je ». Je veux. Je veux un travail qui m'épanouisse. Je veux que vous me considériez. Je veux que vous me respectiez. Mais croyez-vous, Jacqueline, que les gens qui sont de la génération X ou Y, ils veulent pas la même chose? Donc, alors pas du tout, pas du tout. Ils aspirent aussi, sauf que moi, je vais vous parler du degré de docilité sur la communauté. Une entreprise, c'est une communauté. Et sur l'utilité qu'on peut avoir, et là, bravo, parce qu'en effet, moi j'ai un fils de 22 ans, et encore une fois, vous avez été engendré par des gens de la génération X. Donc de fait, on vous a éduqué aussi dans cette liberté. Ce que je constate quand je fais du recrutement, alors je suis conseil en comportement professionnel observable, et je travaille sur l'agilité et le fait qu'on puisse en fait, adapter toutes les générations et l'intergénérationnel de la même façon qu'on le travaille sur l'inclusivité, de façon à ce qu'on puisse travailler intelligemment et agilement, je voulais dire les deux en même temps, parce que on ne peut que s'enrichir par nos différences, par nos singularités, et on est tous singuliers, quel que soit le parcours professionnel qu'on a fait, notre expérience, nos études, notre fonctionnement, si on est plutôt avec une appétence pour un travail ou un métier qui aura du sens. Et ça, croyez-moi, il y a des boomers qui ont choisi de créer des entreprises justement pour faire en sorte d'aider leur pays, l'international, pour aider l'humanité en général. Donc, ce n'est pas la génération Z qui va apporter cette nouveauté. Et c'est ça. Je veux vraiment qu'on comprenne que la génération Z a une particularité aujourd'hui en fonction de ce qu'elle exprime, pas forcément de ce qu'elle est. Elle est aussi en fonction de ses parents et de son éducation, proche ou éloignée d'une génération X ou Y. Et quand on fait du recrutement, puisque moi j'interviens auprès d'entreprises et je fais aussi du recrutement, voire même de la chasse de tête, ce qui est la meilleure façon de faire. Alors, jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'était de demander aux gens ce qu'ils voulaient faire, pourquoi ils postulaient à tel poste, ou quand ils faisaient des candidatures de spontanées, qu'est-ce qui les intéressait. Et puis ensuite, on leur disait la place qu'on avait à leur proposer. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas toujours la place qu'on aimerait, quelle que soit la génération, puisqu'il y a des places qui sont disponibles et d'autres pas encore. Mais ça viendra. Donc, il faut un peu de patience. Et pour tout le monde. Donc, en fait, on progresse dans une entreprise en fonction du poste qu'on peut occuper et ensuite de ce qu'on a apporté, comment on va l'enrichir
Et c'est là où on voit si la personne est enthousiaste, force de proposition, ou si toutefois on va avoir du mal. Et c'est vrai que très souvent, on a des jeunes qui sont très cash, très directs, et qui nous disent, moi c'est très simple, je vais travailler avec vous pendant 2 ans. Je veux un maximum d'argent, je veux bien faire des heures sup, mais à condition qu'elles soient payées, parce que ne me demandez pas de rester ne serait-ce que 10 minutes de plus. J'ai une vie à l'extérieur, plus je suis gamer, donc j'ai mes équipes qui m'attendent. Et de fait, vous avez les choses qui sont dites de manière très claire. Et c'est là où on a le sentiment que vous êtes extrêmement personnel et pas suffisamment avec l'entreprise, une équipe, une dynamique. Et quand on vous parle de cohésion d'équipe, c'est pas toujours facile pour la plupart d'entre vous, pas pour tout le monde, mais pour la plupart d'entre vous. Donc, pour vous recruter, ben voilà, on en parlera par la suite pour ce qu'il faut un petit peu apprendre de chacun. Mais merci. Alors là, ça c'est un cri du cœur. Merci de placer le travail à sa juste place. On a commencé à le faire après le Covid, toute génération confondue, et c'est vrai, et les chiffres le prouvent. Mais le travail, c'est un moyen de s'intégrer dans une société, d'être utile à cette société, d'avoir une rémunération qui nous permette à nous de faire ce qu'on a envie aussi, de nous épanouir à condition de trouver une place qui nous convienne, un travail qui a du sens pour nous, même s'il n'en a pas pour un autre. Et quelque part, merci à cette société de nous booster aussi, cette génération, pardon, de nous booster, parce que vous avez, en effet, avec cette impatience qui a un côté ambigu, mais qui, quelque part, nous dynamise énormément, autant X, Y que certains d'entre vous. J'ai été un peu long ? Non, vous avez été parfaite. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments qui nous permet effectivement de mieux appréhender les caractéristiques de la Gen Z. Et ensuite, Jacqueline, tu pourras rebondir. Toutefois, dans un des enjeux également de notre table ronde, le but était de montrer que cette génération Z n'est pas qu'une génération Z. En fait, il en existe plusieurs. Et donc, à ce sujet, ma seconde question, elle portait vraiment sur le fait de en quoi évoquer une génération n'est pas l'élément le plus pertinent. Et donc, à ce sujet, je vais donner le micro à Asdine. Asdine, on a pu échanger rapidement au téléphone lors de la préparation de cette table ronde sur ce sujet-là. Est-ce que tu as quelques éléments ? Merci. Merci Loéla, et déjà aussi, je me suis permis de te le dire en off, mais bravo pour ta prise de parole. Tu as parlé avec le cœur et tu as dit des choses hyper concrètes. Donc, oui, effectivement, dans la question, il y a la question de l'uniformisation. Il y a aussi une question implicite et un parti pris, mais un parti pris que je partage. C'est qu'en fait, quand on dit est-ce que l'uniformisation de cette génération pose un problème, on va le poser de cette manière-là, c'est qu'implicitement, on dit que il y a une uniformisation de cette génération. Et moi, je réponds par l'affirmative, effectivement. Alors, pas dans la documentation scientifique, mais plutôt dans les médias grand public qui forment l'opinion publique. Et vous pouvez vous amuser à le faire. Moi, je me suis amusé à le faire. J'ai fait une revue de presse pour mettre tout le monde d'accord, Figaro, Le Monde, France Inter, etc. Et on peut faire 3 constats. Donc, on peut élargir même, ça va même plus loin que l'uniformisation. Il y a 3 constats à faire suite à ça. Le premier, effectivement, c'est que quand on lit, qu'on écoute, qu'on voit ce qui se dit sur la génération Z, on a l'impression qu'on a affaire à une génération homogène et qui est traversée par les mêmes questionnements, par les mêmes problématiques. Premier constat. Deuxième constat qu'on peut faire, c'est que souvent, elle est décrite de manière négative et par ses comportements problématiques. Donc le ghosting, le quiet quitting, etc. Et troisième constat, et en fait qui vient expliquer les 2 précédents, c'est que souvent, et presque exclusivement, le point de vue qui est partagé, la description qui est faite de la génération Z, elle est faite du point de vue du monde de l'entreprise, de l'organisation du travail et des managers. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez affaire à un couple et vous n'avez qu'une version du couple qui va vous expliquer que l'autre, c'est pas possible. Et souvent, la principale, récrimination ou reproche, parce que c'est pratiquement de l'ordre de l'affect, c'est que on dit cette génération, en fait,
elle ne rentre pas dans le moule. Elle ne rentre pas dans le moule. Moi, j'ai un rond, elle est carrée. Comment je vais la rentrer dans le rond? Donc, ça, c'est, disons, un constat, je pense, qu'on peut partager, qui est répandu, disons, dans les médias, dans la presse. Après, que faire de ça? Effectivement, forcément, c'est problématique. En premier lieu, et c'est une évidence, j'espère que c'est une évidence signifiante, c'est que toute généralisation est mauvaise en soi. Moi, l'un des premiers effets négatifs, c'est que pêle-mêle, on va effectivement, comme tu l'as très bien dit en introduction, Louella, c'est qu'on va mettre dans le même sac une génération qui est hyper connectée, qui a les codes, qui a la possibilité aussi qui a la mobilité, la possibilité de bouger, la possibilité de se retirer d'un emploi, avec moi une génération, en tout cas une partie de la population de laquelle je suis issu, c'est-à-dire les quartiers populaires. Et là, une de ces manifestations problématiques, c'est la question du rapport au travail. Effectivement, on n'est plus dans la question de la centralité du travail, même dans les quartiers populaires. Par contre, le rapport au travail est complètement différent. Et ça, il faut revenir à des chiffres qu'on connaît tous. On est à article 1. Le taux de chômage des jeunes en général, c'est 17%. Et dans les quartiers populaires, c'est 30, voire 50% dans certains quartiers populaires. Et je peux dire la même chose pour le taux d'accès au diplôme, etc. Donc forcément, ces chiffres-là, ces inégalités-là vont engendrer un rapport complètement différent au travail. Et l'un de ces enjeux essentiels du rapport au travail, par exemple pour la génération Z dans les quartiers populaires, c'est que le travail reste aujourd'hui, et les diplômes aussi, reste un facteur d'émancipation pour soi et pour sa famille. Et il y a malheureusement cette célèbre entreprise de gens en ligne qui a repris quelque chose qui nous est cher dans les quartiers, c'est mettre la daronne à l'abri. Et effectivement, c'est-à-dire que quand on investit le travail en tant que jeune ou habitant de quartier populaire, ou quand on commence dans la vie active, on ne l'investit pas que pour soi. On l'investit aussi pour sa famille et pour le collectif au sens large. Donc, on ne peut pas se permettre, comme tu l'as dit, Louella, de laisser un job. Et d'ailleurs aussi la question du sens. Bien sûr, effectivement, qu'est-ce qu'on met derrière cette question du sens? Parce qu'on a tous tendance, quand on parle de job à impact, on a tous tendance à émettre la même question du sens, alors que le sens, c'est même philosophiquement, c'est purement subjectif. Et par exemple, quelque chose qui va faire sens, par exemple, suite à ce que je viens de dire, la question du travail comme un moyen d'émancipation, ça pourrait être devenir indépendant financièrement. Ça, c'est aussi une question. Moi, j'ai des jeunes, par exemple, pour lesquels on suit. Et ben, il a ouvert une entreprise de lavage sans eau. Ben, je ne sais pas si c'est transcendant pour lui. Par contre, ça lui permet d'être indépendant, de vivre et de faire vivre sa famille. Merci beaucoup, Asdine. Et effectivement, je pense que c'est des retours qui font beaucoup écho. Jasmine, à ce sujet, c'est également un enjeu que tu as mis beaucoup en avant lors de notre préparation commune de la table ronde. Est-ce que tu voudrais compléter, ajouter des éléments ? Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous tous pour vos apports et vos contributions. Et merci surtout, Jacqueline. Quelque chose que je retiens que tu as dit, c'est écouter sans juger. Et je pense que ça résume très bien ce que tu viens de dire, de l'importance de créer un espace de dialogue et de représentation, et en l'occurrence dans les médias, mais aussi à l'échelle de nos entreprises. Moi, je suis pas sociologue, mais je fais porte-parole de sociologue, et la notion de génération comme concept m'interpelle beaucoup. Et notamment pour son absurdité de mettre dans une même catégorie, si je prends la génération Z, mais on peut le faire sur toutes les générations, des gens nés entre 95, 96, 97, ça dépend des définitions, et 2010. Je pense qu'on est d'accord pour se dire que ça n'a pas de sens. Quand on croise avec d'autres critères, et d'ailleurs toutes les études un peu poussées rappellent que le critère le dominant au sein d'une cohorte d'âge reste la CSP, et donc les inégalités associées, et qu'il y a beaucoup plus de liens entre les générations via ce critère, et puis d'autres, le territoire, le diplôme, et plein d'autres, le genre, etc., que dans une cohorte d'âge entre elles. Et on parle beaucoup plus quand on
On a beaucoup utilisé le mot de conflit de génération, de guerre de génération, de fracture générationnelle. C'est des mots quand même très durs. Quelque part, déjà, ils n'ont rien de nouveau. On a toujours à se opposer, les jeunes, les vieux. Et ça, j'ai des citations, si ça vous amuse, à travers les époques, pour un petit jeu. Mais surtout, au sein d'une cohorte d'âge, il y a vraiment une absurdité de mettre dans une même case. Et après, d'un point de vue de définition, et après, je vous expliquerai pourquoi j'utilise quand même ce mot de génération. Mais ensuite, il y a quand même des limites très visibles. On a parlé du manque de diversité qui est gommé derrière une cohorte d'âge et surtout qui gomme les plus éloignés, entre guillemets. Et je rappelle qu'au sein de la jeunesse, c'est en fonction des trimestres, ça change un petit peu, mais en France, c'est 12,5%, 11,5% de la génération de la jeunesse qui est ce qu'on appelle NEETs, donc ni en emploi ni en formation. C'est des jeunes invisibles, entre guillemets, qu'on n'a pas dans les sondages, qu'on n'a pas dans les études, qu'on n'a pas dans nos entreprises, qu'on n'a pas dans les écoles. 12%, c'est énorme au sein d'une cohorte d'âge. On retrouve les mêmes chiffres à l'échelle européenne, et ça, c'est sans regarder plus globalement les inégalités qui vont avec. Mais après, il y a d'autres risques. Le deuxième, c'est qu'on confond souvent l'âge et la génération. Moi, en gros, je fais la différence entre avoir 20 ans, 20 ans, et avoir 20 ans aujourd'hui, en 2025. On a tous eu 20 ans, a priori. Je pense qu'on partage un peu ce moment de vie, cette à la fois parfois précarité, cette incertitude de l'avenir, cette liberté aussi, ou non, de faire ses choix, cette naïveté peut-être. Enfin, on peut tous définir ensemble, je pense, globalement, c'est quoi avoir 20 ans. Avoir 20 ans en 2025, c'est là où ça se complique. Et c'est là où article 1 est tellement important pour contrer aussi l'impact du contexte, l'impact de la conjoncture. Et donc, moi, je dis souvent, arrêtez de reprocher à des jeunes d'être jeunes. Quand on dit qu'ils sont impatients, naïfs, etc., bon, est-ce que c'est pas ça, être jeune aussi ? Sortons un peu de ce cliché-là. Ce qu'il faut regarder, c'est les spécificités de la jeunesse aujourd'hui, en termes de précarité financière, de détresse psychologique, de détresse physique aussi, parce que même physiquement, dans toutes les études, on est d'accord que les jeunes sont quand même beaucoup moins en forme, de détresse financière aussi en moyenne. Il y a beaucoup de facteurs conjoncturels d'une jeunesse aujourd'hui. Et puis, autre limite, c'est que la génération, c'est par nature un terme qui est assez statique. Et on fait des portraits de génération. Déjà, entre ce qu'on disait de la Gen Z en 2020, post-Covid, et ce qu'on dit sur elle aujourd'hui, sachant qu'elle a vieilli, parce qu'aujourd'hui, elle a 28, 29, 30 ans pour les plus vieux. Et donc, elle s'est frottée à l'entrée dans le monde du travail. Elle a peut-être changé un petit peu d'avis sur certains combats. Elle a peut-être aussi des nouveaux moments de vie qui ont commencé. Peut-être qu'elle a une aspiration à devenir propriétaire. C'est encore une aspiration de la Gen Z. Peut-être qu'elle a encore envie d'un CDI et qu'elle a eu ce CDI après 5 ans de contrat précaire. Peut-être qu'elle a envie d'être parent ou pas. Et c'est tous ces moments de vie qui vont aussi influencer cette définition. Et enfin, la dernière limite que je voulais partager, et j'arrêterai là-dessus, c'est le risque, ce que j'appelle moi des prophéties autoréalisatrices. Bon, mot compliqué pour dire pas grand-chose, mais globalement, à force de coller des étiquettes, et qu'on l'a toujours fait, coller des étiquettes, sauf qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux et les médias qui vont donner une importance, une visibilité. Et il suffit de traîner sur TikTok pour voir hashtag Gen Z, hashtag même Gen Alpha, je crois qu'il y en a eu quelques tendances, et qu'en fait, à force de mettre des mots, et souvent des mots négatifs, et je rejoins complètement le constat, on finit par y croire. Et pas que y croire, on finit par en jouer. Et qu'à force de dire que la Gen Z se croit tout permis, et respecte et veut de l'indépendance, etc., en fait, elle va arriver en entretien et elle aura lu tout ce qu'on dit sur elle et elle va jouer avec. En fait, il y a vraiment un rapport de force, et ça, je parle des jeunes, mais on pourrait faire l'exercice sur toutes les catégories, de ne pas non plus rendre réel ce qu'on a peur, et notamment en termes de recrutement, d'engagement, de fidélité, de loyauté au travail. Donc, beaucoup de précautions. Néanmoins, je pense que c'est toujours important de parler en termes de génération, surtout de la jeune génération, parce qu'elle est encore à peu près page blanche de lecture d'un contexte. Et c'est là où je te rejoins beaucoup, c'est que moi, je dis beaucoup que la Gen Z, c'est une loupe sur le monde, que ses attentes, ses aspirations, ses besoins sont souvent le reflet d'attentes partagées par l'ensemble des catégories, des populations et de tous les âges. Quand on dit qu'elle veut de la flexibilité, du sens, une certaine autonomie, du respect, en fait, on est d'accord que c'est pas une affaire de jeunes. Simplement, pour elle, c'est non négociable. Et donc, c'est de là dont il faut partir pour pas tomber dans de la caricature. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette
première Oui, partie. oui, si je pouvais juste compléter. Bien sûr. Très intéressant tout ce que vous avez dit. Et par rapport au point aussi, un élément de contexte à avoir en tête. Alors effectivement, vous rappeliez que le taux de chômage des jeunes était plus élevé. Malgré tout, le taux de chômage, il a fortement baissé depuis la fin du Covid en France. Et on assiste à un rééquilibrage du rapport de force entre les employeurs et les salariés. Et les employeurs se font un peu bousculer. Pendant des années, ils ont pensé qu'ils pouvaient recruter le mouton à 5 têtes, qu'ils pouvaient imposer des conditions. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que le taux de chômage est beaucoup plus bas. Les jeunes qualifiés, diplômés ont aussi beaucoup d'options et donc sont aussi en mesure d'imposer des conditions à leur employeur, ce qui ne plaît pas beaucoup aux employeurs. Voilà. C'est aussi un élément de contexte que je voulais rappeler. C'est très intéressant, effectivement. Merci beaucoup. En termes de transition, donc sur la partie 1, où on était vraiment dans l'appréhension de la Gen Z, sa compréhension, son décryptage. En matière de transition, Jacqueline, est-ce que tu as des retours rapidement, toi, entre le témoignage que tu as pu nous livrer et les premiers éléments qu'on a pu apporter? Est-ce que toi, il y a des choses où ça a fait écho, d'autres où tu es peut-être un peu moins d'accord? Je vais éviter de ne pas être d'accord parce que je leur donnerai raison. Je pense que de toutes les interventions, ce que je retiens, c'est que finalement, le sens ou en tout cas la recherche d'impact qu'on a, elle est plurielle et elle dépend de tout un chacun. D'où l'importance de s'écouter. Et il faut aussi changer le narratif dans les médias et faire parler la génération Z, leur faire dire réellement ce qu'ils recherchent au lieu de parler à leur place, finalement. Je pense que c'est tout ce que j'ai à rajouter. Merci beaucoup, Jacqueline. C'est une très bonne transition, surtout que notre deuxième partie, elle a pour objet de construire ce monde professionnel de demain avec la Gen Z, en l'incluant pleinement. Et donc, c'est la première question de cette seconde partie. Je vais d'abord la poser donc à Guylaine. Dans cette dynamique intergénérationnelle, comment finalement ces générations se complètent par rapport aux spécificités, même si donc encore une fois on nuance un peu cette approche de génération, mais comment est-ce que toutes ces différentes générations peuvent se compléter dans le monde professionnel? Alors, ce que François a dit, c'est très, très vrai. C'est le fait que comme le taux de chômage a baissé, et il a parlé des gens qui étaient diplômés, mais moi, je vais vous parler des gens qui ne le sont pas, et de gens qui viennent de banlieues ou qui viennent de territoires provinciaux, sur Paris, parce que sur Paris et sur les grandes villes, il y a plus de possibilités de trouver du travail. Et heureusement, les jeunes sont plus mobiles. Donc, ça, c'est un point fort pour pouvoir accéder. Dans les recrutements, ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on ne faisait pas avant, c'est de s'intéresser davantage aux compétences et ce qu'on appelle les savoir-être, c'est-à-dire la manière dont vous vous proposez et ce qui vous intéresse. Et on s'intéresse d'abord à vos points forts, à ce qui vous intéresse, à ce que vous savez faire. Et quand bien même vous n'osez pas parler parfois de certaines choses qui vous tiennent à cœur, on va vous y amener pour essayer vraiment de vous comprendre, on va vous mettre à l'aise. Et quand on recrute un jeune, enfin en tout cas c'est ce que je fais moi, alors je travaille sur un outil digital qui me permet de voir les comportements professionnels les plus fréquents que vous avez, si vous êtes plutôt introverti, extraverti, et ensuite vos moteurs. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin et qu'est-ce qui fait que vous allez être quelqu'un qui va s'intéresser davantage peut-être à un travail qui va vous permettre d'avoir des responsabilités, peut-être d'encadrer des équipes, ou peut-être de gagner plus d'argent, ou peut-être d'être dans l'altruisme, dans quelque chose, et ce qu'on appelle les métiers à impact positif. Et dans l'entreprise, il y en a forcément, quelle que soit l'entreprise, puisque justement, on travaille sur la RSE, on travaille de plus en plus sur l'équité, on travaille sur plein de domaines, quelle que soit l'entreprise, y compris une qui travaille dans le nucléaire ou la pétrochimie ou je ne sais quoi, ce qui paraît un peu parfois paradoxal. Et on s'intéresse à une passion. Et moi, j'ai recruté un jeune qui disait, moi, ce que j'aime, c'est dessiner, mais ça, c'est mes loisirs. Et en fin de compte, la précision de ses dessins, et quand je lui ai demandé, oui, mais dessiner sur quoi? Sur des softwares, sur ordinateur ou dessiner... Et là, on voit que la personne a un talent graphique exceptionnel, une capacité à apporter des éléments qu'on n'a pas au sein de l'entreprise. Et ça, c'est ce qu'on met à côté de ce pourquoi il se proposait et de ce qu'il savait faire. Et en fait, on se rend compte de l'enrichissement
dans l'entreprise que peuvent apporter toutes sortes de jeunes, soit avec leur diplôme, soit avec leur passion, soit avec leur volonté première. Et ce que disait François est juste, il y a des choses sur lesquelles c'est non négociable. Et ça, c'est bien. Et c'est une différence, en effet, forte. Parce que si ce n'est pas ici, ça sera ailleurs. C'est aussi lié parce qu'aujourd'hui, il y a de l'emploi et que donc on peut se le permettre. Et c'est vrai, encore une fois, que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de changer de travail parce que même très jeune, alors j'aime bien le fait de protéger la daronne, mais aussi des fois d'avoir des enfants. On peut très bien avoir des enfants en étant très jeune et ne pas se permettre de quitter un travail qui ne nous correspond pas. Mais ça a toujours été et ça va l'être aussi encore aujourd'hui. Donc, ce que je préconise, c'est que lorsque vous assistez, lorsque vous souhaitez être dans un recrutement pour un poste et vous faire entendre, soyez dans l'écoute, la diplomatie, évitez d'être trop impatient ou trop direct parce que ça heurte une personne qui essaie justement de répondre à un besoin. Et moi, je fais aussi de la chasse de tête. Et même avec des gens qui sont directeurs généraux, coprésidents, directeurs internationaux, je leur dis toujours, créez un dialogue. Rassurez la personne qui est en face de vous parce qu'elle cherche un job précis pour alléger ses équipes et que généralement, vous avez des DRH en face de vous qui, eux, travaillent pour le directeur commercial ou le DG ou le directeur financier et pour trouver quelqu'un pour être là et les aider. Donc forcément, il faut la bonne personne à la bonne place, pas se planter, parce que sinon elle va se faire taper sur les doigts. Et rassurez, soyez le plus diplomate possible, très à l'écoute, et affirmez quand même vos besoins, mais aussi proposez vos points forts. Tout ce que vous avez en points forts, même si ne vous paraissent pas forcément rentrer dans les cases, dites en plus, voilà qui je suis et ce que j'ai en termes de passion ou de valeur ajoutée. Merci beaucoup, Guylaine. Est-ce que François, tu as quelques éléments également à rajouter sur cet aspect intergénérationnel, sur comment est-ce que ces générations peuvent cohabiter ensemble dans le monde du travail ? Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur l'intergénérationnel. Nous, à l'IFOP, c'est vrai qu'on est on s'inscrit un peu en porte-à-faux avec l'idée de guerre des générations, parce qu'en fait, il y a énormément de solidarité entre les générations, les parents, les grands-parents qui donnent de l'argent, qui aident, les enfants, les petits-enfants qui se retrouvent dans une situation d'aidance. Dans nos enquêtes, on voit aujourd'hui le premier motif de satisfaction des Français dans leur vie, c'est la famille et c'est les relations avec les enfants. Voilà. Donc nous, cette idée de guerre génération, on n'y souscrit pas. C'est un mot effectivement, plus un mot médiatique qu'un mot vérifié. Ça, c'est la première chose que je pouvais dire. Deuxièmement, effectivement, les jeunes, c'est la possibilité de l'innovation. On le voit sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, sur l'intégration de l'IA générative, on a fait une grosse étude sur l'IA générative. On voit que les gens qui sont en pointe sont plutôt les jeunes, donc ils apportent en termes d'innovation. Mais il ne faut pas aussi oublier le rôle des ce qu'on appelle les seniors, c'est peut-être pas un très beau mot, mais en entreprise, qui eux apportent de la transmission, de la formation et de l'expérience. C'est extrêmement important. On parle du chômage des jeunes. Effectivement, il y a un taux de chômage sur l'insertion qui est un peu difficile, mais qui s'est amélioré. Mais il faut aussi parler de la question du maintien en emploi des seniors. En entreprise, on est senior à 45 ans. C'est un chiffre qui est assez alarmant, c'est-à-dire qu'à 45 ans, vous vous retrouvez potentiellement en difficulté. Et là, il y a la réforme des retraites qui est rentrée en vigueur. On allonge la durée légale du travail. Le problème, c'est que si on fait travailler les gens plus longtemps, il faut aussi mettre en place des dispositifs pour les maintenir en poste. Alors, donc je pense qu'il y a cette question de l'insertion professionnelle des jeunes. Il y a aussi la question du maintien en poste des seniors. Et il y a la question du diptyque innovation et transmission, voilà, dont il ne faut pas non plus méconnaître l'importance et le rôle aussi des générations plus âgées. Merci beaucoup. Et dans la continuité, Asdine, est-ce que toi, tu as des éléments sur comment faire évoluer le monde professionnel en incluant pleinement cette jeunesse, notamment avec l'adaptation des codes en entreprise, comment inclure cette jeunesse multiple en faisant évoluer le monde professionnel ? Alors, je vais juste rebondir à ce qui a été dit effectivement sur la question de se compléter. C'est vrai qu'on avait tendance qu'à voir la question des générations sur un mode vertical de transmission. Il faut la garder,
mais ajouter l'horizontalité, puisqu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que, moi aussi, hein, je suis complètement contre l'idée de parler du choc générationnel. Et en réalité, il faut déplacer le problème. L'une des problématiques, c'est que en fait, le problème, il est situé sur les valeurs. Donc en fait, il y a un jugement de valeur qui est fait, qui est souvent fait, donc de manière négative. Ils savent pas travailler ou ils ne veulent plus travailler, etc. Et en réalité, si on déplaçait la question des valeurs plutôt sur la question des critères, et ça, c'est la clinique de l'activité, une des sous-disciplines de la psychologie du travail qui nous éclaire là-dessus, c'est que en fait, on est systématiquement en face d'un conflit de critères. Donc, le critère du travail bien fait. Et finalement, si on pose la question de cette manière-là, déjà on remet de l'horizontalité pour voilà, ce qu'on appelle les seniors, peut-être le travail bien fait, ça va être la rigueur ou je ne sais quoi. Et pour la génération Z, ça va être la rapidité, etc. J'ai un exemple hyper concret. C'est parce que effectivement, ces 2-3 dernières années, il y a pratiquement pas un professionnel que je rencontre qui se plaint pas de la génération Z. Et l'un des derniers en date, il me dit, il y a eu deux jeunes qui sont arrivés, c'est une boîte d'informatique, super bon, c'est des développeurs, et ils sont arrivés donc c'était en été, ils sont arrivés en Bermuda et Tongs. Et donc, leur N+1, il les a convoqués, il a dit, comment t'es fagoté, là, tu t'habilles pas comme ça. Et donc, il leur a expliqué, nous, on n'est pas en frontline, on n'est pas en face des clients. Donc, en fait, nous, on est face à notre ordinateur et en quoi ça gêne? Si, c'est l'entreprise. Tu crois où? T'as pas appris ça? Et le lendemain, ils sont plus revenus. Et là, le problème, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. Au contraire, là, on rentre dans un conflit stérile. C'est plutôt d'instituer le conflit, non pas sur les valeurs, mais sur les critères du travail bien fait. Et là, dans les entreprises, il manque d'espace pour discuter, même se disputer autour de ce qu'est un travail, de ce qu'est un travail bien fait. Donc ça, c'est peut-être un élément. Et alors la question des codes en fait partie. Donc si je reviens sur la question de la génération Z des quartiers populaires, on le sait tous, il y a certains codes qui vont manquer, notamment rien que pour passer l'étape de l'entretien. Moi, de toute façon, c'est un des objets, une des missions qui a motivé la création de TESLab. On a voulu se penser comme étant un SaaS. Et l'une de nos missions principales, c'est effectivement faire en sorte d'aider l'individu à identifier ses qualités intrinsèques, ses forces. Parce qu'effectivement, et c'est très bien documenté, il y a un lien évident entre le fait d'identifier ses qualités et ses forces et la confiance en soi et l'estime de soi. Et ce faisant, on en profite aussi pour distiller certains codes indispensables qui sont en fait l'équivalent de mots de passe. Et en fait, si on n'a pas ces mots de passe, on peut pas accéder au logiciel. Donc c'est évident que si ce type de dispositif n'existe pas, ça entraîne des malentendus, voire beaucoup plus. C'est que ce que ça entraîne, c'est que sur ces jeunes-là en particulier, ils se sentent eux-mêmes en situation d'échec et inadaptés. Et donc, ça va alimenter une autocensure qui existait déjà. Donc, effectivement, la question de transmettre ces codes, mais je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, je pense qu'il y a c'était un peu mon message implicite du début, il y a aussi un chemin que l'entreprise doit faire pour qu'elle s'adapte également à des nouvelles réalités et à des nouvelles exigences. Merci beaucoup, Asdine. Jasmine, est-ce que tu as également des éléments à ajouter, notamment sur cette notion de travail bien fait, sur comment est-ce qu'on peut inclure pleinement la jeunesse dans ce monde professionnel de demain? Et en conclusion, si tu as des petites bonnes pratiques également à diffuser, ce serait vraiment... Ok. Moi, j'ai une autre anecdote à ajouter qui est très récente aussi, d'une responsable RH qui me partageait donc une de ses dernières problématiques. Et en l'occurrence, dans un groupe de
vente de matériel BTP, et donc avec des agences pour des clients entreprises, donc avec des agences physiques. En l'occurrence, il y avait un conflit entre un manager et un nouvel employé, donc plutôt jeune et plutôt moins jeune, sur le respect des horaires. Donc c'est pas les tenues, mais c'était les horaires. Et en l'occurrence, il me semble même que c'était un alternant, donc c'était encore plus compliqué. Le manager voulait que les RH mettent un blâme à cet alternant parce qu'il arrivait à 8h à la place d'arriver à 7h30 tous les jours. Et donc, ça ne lui convenait pas du tout. Donc la RH était assez embêtée parce que mettre un blâme sur un alternant, c'est quand même pas une mince affaire. Bref, elle est allée rencontrer le jeune et en fait, ce qu'elle a découvert, ce qu'il lui a dit, c'est mais en fait, moi, quand j'arrive à 7h30, j'ai rien à faire. Donc, on me met dans un coin, j'attends 8h pour que la journée commence. Bon, j'ai décidé que j'allais pas perdre mon temps, j'arrive à 8h quand on a besoin de moi. Et en fait, bon, c'est une anecdote toute bête, mais c'était comment, du coup, on recrée un dialogue entre eux pour pas faire du présentéisme inutile, parce que le jeune n'y voyait pas du tout l'intérêt, et lui, il disait, je préfère être là quand on a besoin. Et c'était pas une mauvaise volonté. S'il fallait arriver à 7h30, il fallait arriver à 7h30. Du coup, ils ont trouvé un compromis. Finalement, je crois que c'est le jeune qui ouvre l'agence tous les jours, et donc, comme il doit ouvrir, il a une utilité. Bon, petite anecdote, je ferme la parenthèse. Mais en effet, c'est la concrétisation de cette soi-disant différence générationnelle, elle se trouve dans les exemples du quotidien. Et elle se trouve sur le terrain. Et que derrière, quand on parle de concept de génération, on est souvent plutôt dans les bureaux des DRH, des dirigeants, des top 100, 200, 300 de l'entreprise, qui parlent de réalités qu'ils ne voient pas au quotidien, parce que plus on monte en hiérarchie, plus on est par génération en général. Je fais un raccourci, mais c'est souvent le cas. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à revenir à l'échelle du terrain et se rendre compte, est-ce que c'est un problème ou non? Et qu'en fait, derrière, soi-disant, le problème serait intergénérationnel, mais en fait, le problème est beaucoup plus complexe. Il est en effet de bien expliquer les codes, une tenue ou non, des horaires, de l'interprétation, en fait, de ma vie au quotidien dans le travail. Ça se cristallise par génération, mais souvent, c'est des choses beaucoup plus profondes de communication, de collaboration, de règles qui sont en jeu. Donc il y a déjà trouver la bonne échelle pour parler d'intergénérationnel et surtout ouvrir le capot et de se dire qu'est-ce qui se cache derrière ces problèmes. En l'occurrence, si c'est l'efficacité, si c'est la gestion de carrière, si c'est tout ça, c'est beaucoup plus complexe d'un point de vue RH que simplement recréer des codes, etc. Donc, Premier chantier, je pense, c'est d'ouvrir des conversations déjà au sein de vos entreprises avec les nouveaux arrivants de tous les âges, sur ce regard qu'ils portent sur l'entreprise et puis sur les managers, pour détecter ces petits sujets du quotidien qui sont faciles à corriger, mais qui posent problème au quotidien. Et ensuite, d'être courageux dans les chantiers de plus grande envergure, de redéfinition. Qu'est-ce que c'est que l'expertise, par exemple? Et c'est là où, du coup, on recrute des jeunes sur par une nouvelle grille. Mais si derrière, il n'y a pas les postes, les évolutions, même l'accompagnement managérial. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de jeunes qui sont projetés parce qu'ils sont très bons d'un point de vue technique, par exemple sur de la tech, mais pas que, qui sont projetés managers de personnes souvent plus âgées qu'eux et qui sont complètement démunis parce qu'ils n'ont pas du tout les clés, si on inverse un peu le problème. Donc mes conseils, moi j'en ai pas beaucoup, je pense que ça dépend beaucoup des secteurs, des métiers, des entreprises, mais revenir au terrain et rendre autonomes les collaborateurs pour qu'ils soient acteurs de solutions sans rentrer dans un prisme générationnel, mais plutôt inclusif de qu'est-ce qu'ensemble on peut définir. Et moi, j'aime bien parler de définition de nouveaux pactes. J'aime bien la notion de pacte parce qu'elle est horizontale, justement. Elle est donnant-donnant, elle est devoir et responsabilité. Et c'est comment on tisse des pactes à l'échelle manager-manager, à l'échelle équipe, à l'échelle locale, comment on fait du bon travail et comment on fait du travail qui nous serve. Et après, l'enjeu, je pense qu'on va en parler, c'est comment on projette ça dans le temps long. Parce que là, on parle au quotidien, mais toute la difficulté, c'est d'arriver à combiner ces générations à 10 ans, à 30 ans. Et qu'aujourd'hui, les chiffres, et ça, c'est un sujet démographique, c'est pas un sujet RH, les chiffres, c'est que c'est 27% de la main-d'œuvre aujourd'hui en France qui est Gen Z, donc ils sont déjà là, c'est même plus d'un quart. C'est plus de 40% des salariés qui ont plus de 45 ans en France.
Et derrière, c'est des pyramides des âges d'entreprise qui ne correspondent pas toujours à ce schéma. Moi, je suis intervenue autant dans des entreprises où c'est plus de 45% des salariés qui ont plus de 50 ans. Et donc ça, dans 10-15 ans, bien sûr, ça a posé des gros sujets de gens aujourd'hui très bons parce que ça fait 25 ans qu'ils sont là, ils connaissent tout par cœur de l'entreprise, mais qui sera la relève? Inversement, d'entreprises qui sont avec une pyramide des âges très jeune, moyenne d'âge 28, 29, 30 ans, et donc qui ont beaucoup de problèmes à fidéliser, à projeter sur du temps long. Et puis, il y a ceux qui sont assez bons sur l'homogénéité générationnelle, mais qui ont des problèmes de collaboration, terrain, sur des anecdotes un petit peu débiles du quotidien. Donc moi, je vous inviterai à faire quand même un portrait de votre entreprise. Quelle est votre pyramide des âges? D'arriver à comprendre, en croisant avec les lignes hiérarchiques, est-ce qu'il y a vraiment de l'intergénérationnel au quotidien ou est-ce que c'est les jeunes au début, comme ça a été dans le passé? Et puis de là, ouvrir des conversations pour projeter sur 10 ans, sur 30 ans. S'il n'y a qu'une question qui compte pour moi sur ces sujets, c'est qui va le faire? Qui seront à votre place dans 5, 10, 30 ans? Qui sera la relève? Et la relève, elle ne sera pas forcément jeune. Hein. On est d'accord, dans 10 ans, il y a encore du monde qui sera encore là. Hein. Mais du coup, comment est-ce qu'on arrive à projeter aujourd'hui pour demain un collectif de salariés qui fonctionne bien, qui travaillent, ils font du bon travail ensemble? Merci beaucoup, Jasmine. Et donc, Jacqueline, tu as introduit cette table ronde. Je te propose de la conclure avant qu'on prenne les questions. Est-ce que toi, tu peux nous donner également tes bonnes pratiques, ton sentiment également général sur ce que tu as pu entendre lors de cette table ronde? Je te laisse le micro. Merci beaucoup. Vous avez parlé de compromis, d'ouverture de discussion. Je pense que c'est important au-delà du compromis, avoir vraiment la notion de flexibilité. Je l'ai dit pendant le témoignage, mais par exemple, le fait d'arriver à 7h30. Je sais que dans mon entreprise, on a une plage d'arrivée entre 7h et 10h. Ce n'est pas possible partout, mais je pense que si c'est possible, on peut mettre en place des choses comme ça. Ou du moins, ce n'est pas possible, ouvrir la discussion pour pouvoir trouver un terrain d'entente ensemble, comme vous l'avez dit. Au-delà de ça, je pense qu'on peut simplifier le processus de recrutement. C'est-à-dire, je ne suis pas RH, mais je ne vois pas trop l'utilité de remplir de longs formulaires en ligne. Ce serait peut-être beaucoup plus simple de rencontrer des gens, d'avoir des discussions beaucoup plus dynamiques, peut-être aller plus vite pendant les entretiens. En tout cas, rencontrer les gens pour pouvoir saisir véritablement leur personnalité. Au-delà de ça, avoir des réponses rapides quand on postule, ce serait pas mal. Et enfin, je dirais que ce serait bien d'utiliser les codes qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux ou les médias traditionnels, en mettant sur ces plateformes-là des témoignages atypiques, imparfaits, surtout quand ils sont imparfaits, pour voir un peu les évolutions de carrière dans les entreprises, pour se rendre compte, pour pouvoir se projeter justement dans ces entreprises-là et voir ce qu'il est possible de faire par rapport à notre background. Et pour conclure, je pense qu'on a pas mal discuté, on avait des avis divergents, mais c'est ce qui est beau justement, et je pense que je vais vous dire merci. Merci à toi, Jacqueline. Donc maintenant, on va ouvrir les questions au sein de la salle. Si vous avez des questions, on peut vous transmettre un micro. Je vais transmettre le micro. Bonjour, merci à vous toutes et tous pour la qualité de cette table ronde. En vous écoutant, je me suis posé une question. Est-ce que le problème, c'est une question de génération? Parce que comme Yasmine l'a rappelé, ça fait depuis, je ne sais plus, Socrate ou je ne sais qui, qu'on dit que la nouvelle génération, elle est comme ci et comme ça. Et la question, c'est peut-être, la question, c'est qui définit les règles du jeu? Est-ce que c'est encore l'homme blanc de 50 ans, probable, ou même 80 et milliardaire, etc. Ou est-ce que, en tant que jeune, on a le droit à l'horizontalité, en tant que femme, en tant que personne racisée, etc. Et c'est peut-être ça le vrai conflit. Mais ça m'est venu là, hein, donc j'ai pas une position vraiment, mais voilà, je vous la pose. Jasmine.
Je vais faire vite, mais le monde est tel qu'il est, donc il faut prendre les règles du jeu. Et si on prend juste, par exemple, le sujet de la transition environnementale, mais on pourrait en prendre plein d'autres. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'associations, de collectifs de jeunes, notamment le Relais Jeunes, qui font le tour de France, des lycées, des collèges, dans tous les villages, pour aller à la rencontre de jeunes, pour les informer, les sensibiliser, mais aussi pour les accompagner, parce qu'une fois qu'on ouvre cette boîte-là, ça peut être très violent et créer beaucoup de troubles, notamment d'anxiété. Et eux, en fait, la plus grande difficulté à laquelle ils sont confrontés, c'est cette frustration à 17 ans, quand je découvre l'ampleur d'un sujet, je ne peux pas faire beaucoup plus que devenir éco-délégué, recycler à la maison et peut-être commencer à m'informer pour ma ville, etc., pour contribuer. Et donc cette frustration de son champ de pouvoir. Et que le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, il est quand même plutôt concentré et donc permis. Donc la jeunesse dans tout ça, c'est pas, son temps n'est peut-être pas encore aujourd'hui. Et moi, j'ai fait beaucoup d'événements de grands patrons, de dirigeants, et on dit beaucoup j'ai espoir en le futur, la jeunesse arrive, elle est merveilleuse, elle nous trouble, mais elle va changer le monde. Et il y a eu beaucoup ce récit-là d'une jeunesse qui arrive, qui va y arriver, et qui va être capable d'aborder tous ces sujets. Alors, pour certains, ils n'en veulent pas. Ils disent, mais c'est pas mon problème, j'ai d'autres priorités aujourd'hui, notamment financières. 2, en fait, j'ai pas les clés, j'ai pas les outils. Et 3, avant d'arriver au pouvoir, on en a quand même pour 10, 15, 30 ans, si on suit des schémas un peu traditionnels. Et donc, c'est à vous de vous y intéresser. Donc, j'ai pas la réponse. Par contre, je peux vous partager des tendances. Et là, c'est encore une fois très révélateur d'une jeunesse très plurielle. C'est des mouvements qu'on voit beaucoup aux États-Unis, au Royaume-Uni. C'est une tendance qu'on appelle dans les médias le conscious unbossing. Donc, le fait de refuser de devenir boss, quoi, globalement. Donc, c'est le refus de management. Si je traduis, qui commence à être observable, et je laisserai mes pairs des instituts de sondage compléter, mais en l'occurrence, il y a quand même une sorte de signal faible d'un refus d'accéder à des postes de management, de prendre de la responsabilité. Donc si on croise les enjeux qu'on a aujourd'hui avec peut-être un rejet d'une forme de responsabilité, si ce n'est au niveau managérial, on a un vrai problème. Et du coup, qu'est-ce qui se cache derrière ? En fait, c'est beaucoup une question d'origine sociale. Et il y a une étude qui a été publiée là, par Le Figaro Actuel et, si je me souviens bien, l'EM Normandie, il y a très peu de temps sur ces sujets. Et en gros, ils observent que ceux qui aspirent à du management sont plutôt des parents, des personnes dont les parents n'ont pas été managers, n'ont pas été cadres. Et donc, ils ont encore cette vision de l'élévation sociale par ces postes-là, et ceux dont les parents, et surtout les 2 parents, ont été cadres et des postes de manager, eux veulent forment une sorte de nouvelle élite au travail. Ils sont ce qu'ils appellent dans l'étude les avant-gardistes. Ils veulent beaucoup plus être à leur compte, une sorte d'experts de thématiques, et donc ils font, et j'en fais partie, donc je me jette la pierre, mais ils font des tours du monde de je sais pas quoi pour devenir l'expert de machin. Ils sont influenceurs sur tel ou tel sujet. Ils veulent être une sorte de tête d'influence à leur échelle qu'on va employer avec des contrats beaucoup plus flexibles. Là, ça nous pose un vrai sujet de qui seront les futurs managers, comment attirer l'ensemble des talents et pas qu'une certaine catégorie parce qu'elle en a besoin. Mais il y a du talent partout, comment on va le trouver ? Donc moi, c'est juste des constats que je vous partage. C'est refus de responsabilité. Et à la fin, et je conclurai là-dessus, je laisserai les autres partager. En fait, ce que nous disent les jeunes, pourquoi ils refusent des postes de management, pourquoi ça leur donne pas envie, c'est aussi simple que si c'est pour ressembler à mon boss, c'est hors de question. Franchement, et souvent c'est le boss, mais ça peut être les parents, ça peut être plein d'autres exemples d'autorité qu'on a autour de nous. Et j'ai entendu ce genre de témoignages autant dans la Marine nationale que dans des entreprises du BTB, que dans des grands groupes, que sur le local. Enfin, globalement, quand on voit le sacrifice, je prends plein de guillemets, je cite, que font dans leur vie privée, dans les rééquilibres, dans leur santé, les personnes qui nous dirigent, en fait, ça ne donne pas envie. Et donc, l'invitation que j'ai envie de vous proposer, c'est redonnons envie à ces postes de responsabilité, à des moments de vie, puisque ça ne sera sans doute pas toute notre vie, et ça commence par vous. Et quel exemple vous donnez à donner envie de changer le monde à votre échelle et à votre niveau. Voilà. Autre chose ? Merci. Pardon, tu voulais...
Pour répondre aussi à la question, un élément, moi je pense que il y a cet écrivain italien qui disait que toute relation est une relation de pouvoir. Et là, l'un des objets, c'est de reprendre le contrôle du narratif. Parce que effectivement, là, sur la question de la génération Z ou sur tellement d'autres questions, le narratif, il vient que d'un seul versant. Et moi, là où je suis hyper positif, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives, grâce aux réseaux sociaux notamment, de cette jeune génération qui reprend le contrôle et le pouvoir sur leur narratif pour parler, ou plutôt pour ne pas laisser les autres parler à leur place. Et j'ai plein d'exemples. Et là, ici dans la salle, il y a une alumni de Tesla qui est également à différentes leaders, qui est Noren, qui est avec un groupe à créer ta nouvelle voix, et dont l'objet, c'est vraiment celui-là. Et je peux en citer d'autres, et il y en a tellement d'autres. Donc, je suis hyper positif sur cet aspect-là. Maintenant, il faut aussi démultiplier ces espaces-là. On fait rencontrer les écosystèmes, on fait rencontrer les univers, parce que finalement, c'est comme si finalement on se parlait de moins en moins, on se parle par un média interposé, et ça va pas être la solution. Donc reprendre le contrôle du narratif pour parler et ne pas laisser d'autres parler à sa place, mais aussi mieux parler pour entrer en dialogue. On peut prendre. Pardon, je voulais juste rajouter une petite chose rapide, un exemple. C'est que, en fait, pour pondérer les propos de Yasmine, qui sont extrêmement vrais et qu'on constate dans la plupart des entreprises, on a créé une intermédiaire aujourd'hui qui s'appelle des coopératifs, voire même des coordinateurs d'équipe. Ça veut dire que ce sont des gens qui pourraient être considérés comme des managers, mais qui ne refusent le titre de manager et qui travaillent d'une autre façon, c'est-à-dire moins dans le leadership et la directivité et davantage dans le coaching. Et j'entendais quelqu'un tout à l'heure en parler. Il avait remarqué une personne très charismatique, alors il se reconnaîtra s'il est encore là, qui voulait engager. Et en effet, on cherche des gens qui vont apporter quelque chose sans pour autant qu'on les aide, qu'on les porte pour monter en compétences, mais qui coordonnent et qui participent et qui font en sorte que tout le monde trouve sa place, sans pour autant qu'il y ait justement demain une direction comme on l'a connue, qui donne des ordres et qui dit tu fais comme ci, tu fais comme ça, alors que peut-être qu'en laissant les gens faire ce qu'ils veulent faire, ils vont le faire encore mieux. Bonjour, merci à tous. Alors, moi, je suis un peu surprise que dans cette table ronde, on ait évoqué que en quoi la génération Z pose problème. Même dans vos anecdotes, vous n'avez parlé que des problèmes. Moi, je trouve que la génération Z, elle a aussi, c'est aussi une solution. Et pour moi, c'est tout à fait sain qu'une génération soit authentique, soit cash. Parce que ça vient bousculer, ça vient créer le chaos dans un système. Et quand on crée le chaos dans un système, il se recrée ailleurs, il bouge, il se recrée ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe quand une génération Z, elle impose son équilibre vie pro, vie perso, qu'elle veut sortir un peu plus tôt? C'est pas forcément qu'elle est moins impliquée, moins investie, comme vous l'avez dit, Guylaine. Pour moi, on peut être efficient de 10h à 17h. Et efficient, ça veut dire efficace dans le temps. Donc c'est pas parce que... Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être que... Parce que de ce que j'ai compris, ça voulait dire que cette génération Z, elle ose et qu'il faut qu'elle s'adapte aussi à son interlocuteur pour pas trop le heurter. En fait, je trouve que heurter, c'est très bien. Moi, j'ai travaillé en finance et j'ai vu beaucoup de personnes, justement, j'étais référente risques psychosociaux, qui étaient en burn-out et qui étaient fracassées. Aujourd'hui, la génération Z, qu'est-ce qu'elle dit? Je veux plus être fracassée par le travail, je veux plus finir en burn-out. Bon, maintenant, je suis coach, donc j'espère que je verrai pas la génération Z revenir, se faire coacher sur j'arrive pas à m'en sortir avec le travail, ma santé mentale, elle est pas au point, etc. Je pense que la génération Z, aujourd'hui, elle crée le chaos. Donc, elle booste quoi? La marque employeur, l'expérience collaborateur. Voilà ce que la génération Z nous apporte de positif. Et je trouve qu'on n'a pas assez parlé de positif. Donc voilà, pour moi, la génération Z, heureusement qu'elle est là, elle est la bienvenue. Donc voilà, si vous pensez que recruter la génération, parce qu'on a finalement, qu'est-ce qu'on a dit sur recruter la génération?
la génération Z, il faut juste l'écouter, comme l'a dit Jacqueline, en fait. Créer cet espace d'écoute, de discussion et de dispute, comme l'a dit Asdine. Quitte à se disputer, c'est pas grave, on va faire émerger des solutions, mais au moins se dire, être en écoute active. Active, c'est être en capacité de rentrer en empathie et de reproduire, en fait, d'être en capacité de reformuler qu'est-ce qu'elle veut vraiment, cette génération. Et la fidéliser en entreprise, c'est pas une obligation. Au contraire, c'est sain pour une entreprise de laisser s'envoler ses collaborateurs s'ils veulent aller les voir ailleurs plutôt que de garder des gens qui sont aigris. Il est où le problème à fidéliser? Alors oui, c'est vrai, on investit, mais il y a les seniors. Et donc, comme l'a dit François, on peut aussi lutter contre l'agisme et faire en sorte que ces seniors fassent en sorte de fidéliser. Donc voilà, je voulais répondre à comment recruter et fidéliser. Merci. C'était plus une opinion qu'une question. Alors, je vais vous laisser répondre pour nous permettre d'avoir effectivement une note positive. Et ensuite, on prendra une dernière question. Je voudrais répondre, madame. Je suis d'accord avec une partie de ce que vous dites. Parce qu'en effet, maintenant, il faut vous mettre à la place de ces jeunes-là. Hein. Pas parler simplement en tant que coach à cas faucon. Il faut se mettre à la place de ces jeunes-là. Si ces jeunes-là clashent, créent le chaos en permanence, et c'est pour ça que je voulais pondérer, parce que je suis d'accord avec vous, hein, c'est utile et ils doivent dire les choses. S'ils sont toujours dans le « je veux », eh ben, on ne va pas leur donner de place et eux, ils en ont besoin. Et c'est là où je vous dis, je suis d'accord sur le fait qu'ils soient très... Et c'est ce que disait justement, je n'ai pas retenu, Asdine, c'est qu'il faut du narratif, il faut expliquer les choses, et clairement, sans pour autant être dans le conflit et dans la force et dans le... Voilà. Et je comprends pourquoi vous dites ça, parce que c'est vrai, vous avez raison, ça booste tout le monde. Et c'est pour ça que je remerciais cette génération de nous booster, justement. Il y a de l'énergie, une forte énergie. Mais en même temps, il faut une pondération qui permette aux autres aussi de s'adapter. Que ce soit la génération, voire même des boomers, parce qu'on en a encore, et de la génération X et la génération Y. Il faut aussi qu'ils trouvent aussi leur place avec ces gens-là. Il faut qu'on s'unisse. Il y a un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est la solidarité. Moi, je parle toujours en RH, je parle toujours de solidarité. Quand j'entends la génération qui dit, moi, mes heures, quand elles sont terminées, que ce soit la génération Z ou Y, moi, j'ai mes gosses, moi, j'ai ma vie, et je trouve ça tout à fait normal. Et ils ont raison, en effet, mais c'est aussi la place qu'on donne au travail, et on est tous d'accord là-dessus. Moi, je pense qu'au contraire, on a été très positif sur tout ce que disait Jacqueline. On est parfaitement d'accord avec tout ça, et on a envie, mais on n'a pas envie que du jeu, on a envie du « on » aussi. Et c'est là où je mets juste un point de pondération. Mais je vous remercie parce que vous avez raison. C'est vrai que, quelque part, on n'a pas à retenir des gens qui n'ont pas envie de rester. Fidéliser des gens, c'est leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs, mais aussi de progresser dans leur carrière pour avoir demain des responsabilités. Et peut-être que, et je le vois, hein, certains jeunes, on disait que la pyramide des âges faisait que les managers, les directeurs étaient plutôt là. Je ne suis pas d'accord. Moi, je travaille avec Safran, qui est une grosse entreprise. Je peux vous dire qu'il y a des très jeunes gens qui arrivent et qui ont des capacités qui les font rentrer très, très directement à des niveaux élevés sans passer par toutes les étapes. On change aujourd'hui beaucoup en entreprise de fonctionnement. Donc, c'est juste pour apporter ce point de pondération. Mais en effet, vous avez raison, en partie pour moi, mais peut-être totalement pour d'autres, sur ce que vous dites. Je ne vais pas être d'accord avec vous. Il y a une phrase avec laquelle... Premier désaccord, Jacqueline. J'ai essayé. Oui. La phrase, si elle est tout le temps cash, il n'y aura pas du travail pour elle. Au bout d'un moment, l'entreprise a besoin de personnes pour travailler. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir trouver un compromis. On choisira la personne qui est plus diplomate. Oui, mais jusqu'à quand? Pour éviter les conflits, parce que nous, derrière, en RH, on gère les conflits. Et on gère les conflits avec les autres générations qui sont là. Mais justement... C'est pas le problème, mais c'est le problème. Mais justement, il faut avoir la discussion pour se demander pourquoi cette personne-là est aussi cachée et ce dont elle a vraiment besoin. Il ne faut pas juste se braquer. Non, il faut expliquer les choses, vous avez raison. Il faut les expliquer, mais sans rentrer dans le conflit. Le moins souvent possible. Ça arrive, hein, et on le comprend. Encore une fois, hein, c'est la génération X qui vous a mis au monde. Donc on comprend, on est déjà en conflit avec toi à l'adolescence. Donc on peut comprendre, mais quelque part, il y a dans le monde du travail, c'est ce que donnait comme exemple le short et les tongs. Voilà, dans le monde du travail, il y a des codes aussi. Vous savez, et encore une fois, je ne veux pas généraliser parce qu'on le rencontre très rarement, ce que vous dites.
des gens qui les clashent comme ça en entretien, c'est très rare. Donc, voilà, on fait des généralités, ça n'a même pas lieu d'être discuté. Oui. Oui, alors, ce que nous, on n'osait pas. Tout à fait. C'est ce que disait François quand c'est non négociable. Ça, tout à fait. Alors là-dessus, on est d'accord. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on trompe les deux termes. En effet. Je vais juste dire un mot. Hein. C'est volontairement provocateur. Moi, je pense, et encore une fois, je reviens avec... et je pense que c'est aussi ce pourquoi je suis venu aujourd'hui. Si je parle d'un point de vue de la jeunesse des quartiers populaires, je pense, et attention, c'est pas de la victimisation, je pense que le chaos, ils le subissent. Et eux, ils sont en train je vous donne l'exemple de l'alternance. Ils galèrent à trouver une alternance. Donc en fait, c'est comme s'ils sont en train de toquer à la porte de l'organisation du travail, c'est-à-dire, ben, nous, on veut y aller. et finalement, on leur dit plus non que oui, et pour des mauvaises raisons. Parce qu'on n'a pas parlé encore de discrimination, hein, que ce soit géographique ou ethnique. Donc là, le chaos, eux, ils le subissent. Ils viennent pas mettre le chaos. Au contraire, ils disent non, nous, si on arrive, on va pas mettre le chaos. Hein. Il y a des codes, montrez-les-nous. Donc ça va plutôt dans ce sens-là pour cette jeunesse-là, même si sur d'autres aspects, elles peuvent être très revendicatives, mais sur cet aspect-là, là, le chaos, ils le subissent plus qu'ils ne veulent bien le mettre. Merci beaucoup. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Et effectivement, c'est un des postulats qu'on a directement amené dans la table ronde parce que pour nous, c'était vraiment important d'insister là-dessus. On va prendre une dernière question, une toute dernière, et on va aller très vite, s'il vous plaît, parce qu'on est un peu en retard. Merci. Bonjour Sabrina, merci à vous toutes et tous. Alors plus qu'une question, on s'est dit dans les trucs et astuces. Alors moi je suis dans une association en mécénat, j'ai fait un plongeon dans une association où la moyenne d'âge est 28 ans. Eh bien, il y a un vrai sujet de pédagogie pour se comprendre. Et moi j'ai 2 enfants qui ont le même âge, donc normalement je pensais que j'étais très à l'aise avec les gens plus jeunes que moi. J'ai aucun problème normalement, mais à un moment donné je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient. Et vraiment parce qu'il y a des codes de communication parfois qui sont pas évidents. Et à déjeuner, je les regardais et je me disais, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Alors ils me disaient, je kiffe à fond, je suis chaud, etc. Et alors il y a un vrai sujet, c'est effectivement plonger dans un mécénat dans sa carrière pour comprendre aussi ce monde-là, et inversement, parce que eux aussi ont été surpris que je ne les comprenne pas. Ils disent, mais comment ça, tu connais pas ça? Ah mais tu connais pas machin? Ah non, tu connais pas ça? Et en fait, je dis, ben non, je comprends pas, expliquez-moi. Et en fait, là, maintenant, ça va faire 2 ans. Je commence à avoir le vocabulaire. Je commence à avoir les codes. Eux-mêmes font plus attention. Donc, il y a quand même, effectivement, dans les petits trucs et astuces pour se comprendre, parce qu'il y a une réalité de compréhension du vocabulaire, de la manière de fonctionner. Et ben, quand vous plongez dans un bain comme ça, quand on est senior, qui est intéressant et pour les plus jeunes et pour nous, pour avoir cette compréhension, parce que malgré tout, on peut pas nier qu'à un moment, parfois, il y a des codes qui ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que ce plongeon dans un mécénat, c'était pour vous dire, ça peut être peut-être aussi un petit truc sympa pour essayer d'apprendre à mieux se connaître et se comprendre. Et je vous assure que je kiffe maintenant parce que je suis vraiment chaud d'être ici. Il y a une dernière question. Attention, il y a 2 micros. D'accord. Je peux? Non. Nouvelle génération, les hommes avant. Non, justement. Allez-y. Bon, je vais y aller alors. Alors, on a le thème d'aujourd'hui, ce sont les discriminations. Donc, comment recruter et fidéliser en entreprise. Moi, je m'interrogeais sur cette génération Z, le portrait que vous en avez tous fait, mais finalement, vous en avez fait un portrait extrêmement ethnocentriste, très européen-centriste, américano-centriste. Pour avoir vécu en Asie et en Afrique, cette génération Z, dans les autres pays, dans les autres espaces culturels,
elle ne s'exprime pas comme ça. Elle n'a pas le privilège, le white privilege, quelque part, d'être comme ça. Est-ce que dans un marché globalisé de l'éducation, dans un marché globalisé de l'emploi, est-ce que vous prenez ça, cette dimension-là? Vous parliez tout à l'heure, Madame, du fait qu'il y en a beaucoup qui refusent aujourd'hui des responsabilités. Ça, c'est un privilège de riches. Vous donnez l'opportunité à un jeune des quartiers populaires dont les parents sont originaires du Congo, je vais vous dire qu'il va prendre. Vous donnez l'opportunité à un Indien, et d'ailleurs ils sont nombreux aujourd'hui à postuler dans les grandes écoles françaises, lui il va prendre ces responsabilités-là parce que lui cherche à mettre la daronne à l'abri, comme certains disent. Est-ce que dans votre approche de cette génération Z, finalement, vous ne perpétuez pas un certain nombre de, finalement, une discrimination très de riches occidentaux avec un certain nombre de privilèges qui ont été éduqués dans un « moi je veux, moi je peux ». Et ça, quand on habite à Saint-Denis et qu'on habite dans la cité des 3000, moi je veux, moi je peux, on se dit surtout, est-ce qu'on va m'ouvrir à minima la porte? J'ai fait un certain nombre d'écoles, beaucoup de RH ici sont là, beaucoup de RH ne me ressemblent pas, ne ressemblent pas à ces personnes-là, et quand elles vont en entreprise, elles perpétuent dans les pratiques de recrutement, elles ont beau assister à des salons, ça fait des années qu'on fait la même chose, et elles perpétuent, ah bah ouais, mais franchement, parce qu'en France, on est toujours dans ce pays où il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de discrimination, mais quand même, c'est bizarre, dans les comités, quand on revoit les cadres, etc., on ne les voit pas. Mais dans vos pubs, attention, il y a toujours ce jeune cadre noir, mais en fait, qui vient d'une famille riche, qui a été... mais est-ce que vous revoyez réellement, après cette conférence ou demain, vous allez vraiment revoir vos process de recrutement et voir quelqu'un avec son véritable potentiel? Moi, c'est ma question. Et merci beaucoup pour cette question. Je suis vraiment désolée, mais on ne va plus pouvoir en prendre une autre. Après, vous pourrez poser évidemment vos questions aux intervenants de manière informelle. Si quelqu'un veut répondre de ce côté-là très rapidement, et juste tiens vraiment à préciser que tout ce que vous dites, pour nous, il est très enrichissant et très important. Et en tout cas, en introduction, c'était vraiment un constat sur lequel on voulait absolument appuyer. Cette génération Z, elle est plurielle, elle est multiple, et on avait aussi pour but de nuancer justement cette approche générationnelle, et j'ai l'impression que cette table ronde, elle représentait quand même beaucoup de points de vue différents, et que justement, c'est quand même intéressant d'avoir ces points de vue différents qui se confrontent, qui peuvent se disputer, et on est là pour ça. Voilà, merci Jasmine. Merci pour cette question témoignage entre les deux. Et en effet, je pense qu'on a peut-être fait des raccourcis et qu'on a essayé de se mettre à l'échelle française, voire parisienne, vu qu'on est là au sens large. Et que, bien sûr, il y a à l'échelle de la France, mais bien à l'échelle internationale. Et qu'on parle de génération mondiale aujourd'hui parce qu'il y a des similitudes entre des jeunes très riches partout dans le monde, et notamment indiens, américains, français. Et donc ça, c'est très important parce que c'est un biais cognitif de voir la jeunesse comme ces figures-là. Et je vous remercie pour votre question, je pense que c'est très important de remettre des définitions, et surtout à vous tous de redéfinir. Quand on parle de jeunes dans vos recrues, ça veut dire quoi? Et quand je parlais de ces tendances de refus de management, je parlais évidemment des élites dont les deux parents sont cadres dans des pays développés. Enfin, globalement, je suis entièrement d'accord. L'enjeu, c'est de refaire des études sur l'ensemble de la jeunesse, parce que ces chiffres-là, on les a peu. On a des intuitions, on a des témoignages, mais on a peu d'études qui vont biaiser dans l'autre sens pour avoir des arguments. Donc, merci pour cette remarque. Et ça aurait été à nous de redéfinir à quelle échelle on parle, et en effet à l'échelle du lieu où on est aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour toutes vos questions, merci pour tous vos commentaires. Je pense qu'on reste tous à votre disposition ensuite de manière informelle pour répondre, pour échanger à ce sujet-là. La génération Z, son recrutement, sa fidélisation dans le monde professionnel, c'était un sujet très très large. Il y a eu des partis pris, mais voilà. Nous, on reste ensuite à votre disposition pour compléter tous les propos, et ce serait avec plaisir. Je tiens quand même en conclusion à remercier déjà tous nos participants pour votre venue, pour
vos propos, vos éclairages. C'était vraiment très enrichissant et c'était vraiment très agréable pour moi de travailler avec chacun d'entre vous. Donc merci pour vos gentillesses, pour votre participation, pour votre engagement. Je tenais également à remercier Article 1 de permettre à tout cela, et dont moi, avec un micro devant vous aujourd'hui, tout cela possible. Particulièrement également au collectif Différents Leaders, à tous ces jeunes là-bas qui sont au fond et qui travaillent tellement, enfin on se rend pas compte, mais ils travaillent tellement, on est juste des bénévoles et pour nous c'est très important notre engagement, donc franchement dédicace à vous parce que vous êtes incroyables. Et enfin absolument merci 1000 fois à Carmen et à Fatma de nous permettre de faire ça, de nous encadrer, de nous accompagner au quotidien et de nous soutenir. Merci pour cette journée, merci pour toute l'année.